Chapitre 4. Comment mériter de prendre la parole. Il y a fort longtemps, un docteur en philosophie et un garçon très fruste qui avait passé sa jeunesse dans la marine britannique se sont inscrits en même temps à un de nos stages à New York. Le premier était professeur à l'université. L'autre était camelot dans une petite rue populaire. Les propos de ce dernier étaient beaucoup plus appréciés que ceux du professeur. Pourquoi? L'universitaire parlait un anglais recherché. Il était courtois, cultivé, raffiné. Ses exposés étaient toujours clairs et logiques, mais il leur manquait une chose essentielle, du concret. On n'y trouvait que des idées générales. Pas une seule fois, une illustration. Sujet avec quelque chose approchant une expérience personnelle. Ce n'était qu'une suite d'abstractions reliées entre elles par un mince fil de logique. Le camelot avait un style concret, pittoresque, imagé. Il parlait la langue de tous les jours. Il citait un fait, puis l'illustrait par ce qui lui était arrivé personnellement. Il décrivait les gens avec lesquels il travaillait et parlait de ses difficultés à suivre les règlements. La verdeur, la vivacité de ces expressions étaient divertissantes. Je cite cet exemple, non parce qu'il caractérise la manière du professeur ou du camelot, mais parce qu'il démontre qu'un exposé coloré, plein de détails, a le pouvoir de capter l'attention. Voici 4 moyens de capter l'attention. Si vous les appliquez, vous êtes sûr de réussir. Premièrement, limitez votre sujet. Une fois votre sujet choisi, la première chose est de définir ses limites et de ne pas en sortir. Ne commettez pas l'erreur de vouloir l'épuiser. Un jeune homme essaya de nous raconter en 2 minutes l'histoire d'Athènes, de 500 avant Jésus au Christ jusqu'à nos jours. Quelle présomption! Il en était à peine à la fondation qu'il dut se rasseoir. Encore un qui a succombé au désir de vouloir trop en dire dans un seul exposé. C'était là un cas extrême, mais j'ai entendu des milliers de causeries, plus limitées certes dans leur étendue, mais qui ne retenaient pas mieux l'attention et cela pour la même raison, elles passaient trop d'éléments en revue. L'esprit ne peut suivre longtemps une énumération monotone. Si votre prestation ressemble à la lecture de l'annuaire, vos auditeurs se lasseront vite. Prenez un sujet simple, par exemple une visite au parc de Yellowstone. 2. Crainte d'omettre un détail, la plupart des gens décrivent tout. Les coins du parc. Le public est entraîné dans un tourbillon à une vitesse vertigineuse. Finalement, tout ce qu'il retient, c'est un mélange de cascades, de montagnes et de geysers. Le récit n'est-il pas plus frappant si l'orateur se limite à une curiosité du parc, l'étrangeté des sources chaudes, par exemple. Il peut alors développer tel détail pittoresque permettant d'évoquer le parc de Yellowstone avec ses couleurs vives et sa diversité. Cela est vrai pour n'importe quel sujet, que ce soit le marketing, la confection des gâteaux, l'exonération d'impôts ou les missiles balistiques. Vous devez choisir et limiter votre sujet pour qu'il cadre avec le temps dont vous disposez. Dans une intervention courte, de moins de 5 minutes, vous ne pouvez pas prétendre aborder plus d'un ou 2 aspects du problème. Dans une présentation plus longue, d'une demi-heure, tenez-vous à 4 ou 5 idées principales. Deuxièmement, accumulez une réserve de puissance. Il est plus facile d'effleurer une question que de la développer en profondeur. Mais lorsque vous allez à la facilité, vous faites peu d'impression sur votre auditoire.
Après avoir délimité votre sujet, posez-vous des questions qui vous permettront d'en approfondir la connaissance et de parler avec autorité. Pourquoi crois-je cela? Quel exemple vécu puis-je donner? Qu'est-ce que j'essaie de prouver? Comment est-ce arrivé? Exactement? Ces questions appelleront des réponses qui vous procureront une réserve de puissance. On disait que Luther Burbank, célèbre botaniste, avait inventorié près d'1 million de plantes pour en trouver 2 ou 3 d'une espèce rare. Il en est 2. Même pour un discours. Trouvez une centaine d'idées se rapportant à votre sujet, puis rejetez en 4. J'essaie toujours d'avoir 10 fois plus de matière qu'il n'est nécessaire, quelquefois 100 fois plus, disait John Gunther, en parlant de sa façon de préparer un livre ou une conférence. En 1956, il travaillait à une série d'articles sur les hôpitaux psychiatriques. Il en visita un certain nombre, parla aux directeurs, aux médecins et aux malades. Un de mes amis qui l'aidait dans ses recherches m'a raconté qu'il avait parcouru des kilomètres de couloirs et d'escaliers, jour après jour. Monsieur Gunther prenait des notes. De retour à son bureau, il entassait des rapports sur les hôpitaux et les cliniques privées, avec des piles de statistiques. En fin de compte, me dit mon ami, il n'écrivit que 4 courts articles, assez simples et anecdotiques. Le papier sur lequel on les avait tapés ne pesait que 100 grammes, alors que les carnets de notes qu'il avait remplis pesaient presque 10 kilos. Monsieur Gunther travaillait comme un chercheur d'or qui brasse des tonnes de terre pour n'extraire qu'une poignée de précieux minerais. Un chirurgien de mes amis m'a dit, je peux vous apprendre en 10 minutes à opérer une appendicite, mais il me faudrait 4 années pour vous enseigner quoi faire si quelque chose allait mal. 2 en est de même pour l'art de parler en public. Soyez toujours prêt à parer à toute éventualité, telle une remarque de l'orateur précédent ou une question pertinente posée par un auditeur au cours de votre intervention. Vous pouvez acquérir cette réserve de puissance en choisissant votre sujet le plus tôt possible. N'en remettez pas le choix à la veille. Si vous vous décidez assez tôt, vous aurez l'appréciable avantage de faire travailler votre inconscient. Dans vos moments de loisir, vous pourrez y penser, trier vos idées. Le temps perdu, quand vous rentrez chez vous, peut être utilisé à en retourner les aspects dans votre esprit. Pendant cette période d'incubation, des idées surgiront de l'intérieur, simplement parce qu'en le retournant sans cesse et suffisamment à l'avance, votre inconscient aura travaillé à le mettre au point. Norman Thomas, un orateur qui a su forcer l'attention d'auditoire parfois hostile à ses idées politiques, m'a dit: si un discours est important, l'orateur doit vivre avec son thème ou son message et y penser sans cesse. Il sera surpris du nombre de moyens de l'illustrer ou de le développer qu'il découvrira au volant ou en marchant dans la rue, en lisant le journal, au moment de se coucher ou de se lever. Les discours médiocres sont souvent le résultat d'un manque de réflexion de l'orateur ou la conséquence de sa connaissance imparfaite du sujet. Tout en procédant ainsi, vous serez fortement tenté d'écrire entièrement votre intervention. Essayez de ne pas le faire, car une fois le texte établi, vous pourriez le trouver suffisant. Et cessez de chercher de nouvelles idées. De plus, you courez le risque de l'apprendre par cœur. À ce propos, Mark Twain a dit, les écrits font de mauvais exposés. Leur forme est trop littéraire. Ils sont rigides et mal adaptés. Si le but est simplement de distraire et non d'instruire, mieux vaut un
style simple, familier et apparemment improvisé. Charles F. Kettering, dont le génie inventif a tant apporté à la General Motors, fut un des orateurs les plus célèbres d'Amérique. Comme on lui demandait s'il écrivait ses conférences, il répondit « Ce que j'ai à dire est, je crois, trop important pour être écrit. Je préfère m'adresser de tout mon être à l'intelligence et au cœur de mes auditeurs. Il n'y a pas de place pour une feuille de papier entre ceux que je veux convaincre et moi. Troisièmement, émaillez vos propos d'illustrations et d'exemples. Dans son livre A Rough Readable Writing, Rudolf Flesch commence un chapitre par cette phrase. Seules les histoires sont vraiment lisibles, puis il démontre que le Time et le Reader's Digest s'en tiennent à ce principe. Presque tous leurs articles sont écrits dans un style narratif et abondamment illustré d'anecdotes. On ne peut nier l'attrait puissant du récit sur le public, tant dans une conférence que dans un article. Norman Vincent Peale, dont les sermons, à la radio ou à la télévision, sont écoutés par des millions d'auditeurs, dit qu'il préfère l'image et l'exemple à tout autre procédé. Il déclara dans une interview, l'exemple bien choisi est le meilleur moyen de rendre une idée claire, intéressante et convaincante en général. J'y utilise plusieurs exemples pour renforcer chaque point important de mes sermons. Mes lecteurs connaissent, depuis longtemps, mon habitude d'utiliser des anecdotes pour communiquer mes idées importantes. Les principes de comment se faire des amis peuvent tenir dans une page et demie, et toutes les autres pages du livre contiennent des exemples illustrant les fondements et l'application de ces principes. Comment acquérir cette technique si importante, l'utilisation d'exemples et d'illustrations? Voici les 5 moyens: humaniser, personnaliser, être précis, dramatiser, visualiser. Humanisez votre présentation. J'ai demandé un jour à un groupe d'hommes d'affaires américains, à Paris, de parler sur le thème « Comment réussir ». La plupart donnèrent une liste de qualités abstraites et firent un sermon sur la valeur du travail, de la ténacité et de l'ambition. Je les arrêtai et leur dis à peu près ceci: nous ne voulons pas qu'on nous fasse la morale. Personne n'aime ça. Rappelez-vous, vous devez distraire, ou on ne vous écoutera pas. N'oubliez pas que tout le monde s'intéresse aux faits judicieusement racontés. Parlez-nous de 2 hommes que vous avez connus. Dites-nous pourquoi l'un a réussi et l'autre non. Nous vous écouterons avec plaisir, nous n'oublierons pas votre intervention et peut-être en tirerons-nous profit. Un participant avait une grande difficulté à s'intéresser à son sujet et à le rendre intéressant pour l'auditoire. Un soir, cependant, il comprit tout l'intérêt d'un exemple humain. Il nous parla de 2 camarades d'université. L'un était si avare qu'il avait acheté des chemises dans plusieurs magasins de la ville et avait établi un graphique pour savoir, compte tenu du lavage et de l'usure, quelles étaient les plus avantageuses par dollar investi. Il ne s'intéressait qu'à l'argent. Lorsqu'il obtint son diplôme d'ingénieur, il avait une si haute opinion de lui qu'il refusa de commencer sa carrière au bas de l'échelle, comme le font les jeunes en général. 3 ans plus tard, il établissait toujours ses graphiques sur l'usure des chemises, dans l'attente d'un emploi extraordinaire qui ne se présenta jamais. Un quart de siècle a passé, et cet homme, mécontent, aigri, a toujours une situation médiocre. Puis, l'orateur nous raconta l'histoire d'un autre de ses camarades dont le succès dépassa toute attente. C'était un garçon sympathique, aimé de tout le monde. Bien qu'il eût de
L'ambition, il débuta comme dessinateur, tout en continuant à chercher une meilleure situation. La foire internationale de New York se préparait alors. Il savait que l'on aurait besoin d'ingénieurs. Il donna sa démission à Philadelphie et vint à New York. Là, il créa une société qui lui permit d'obtenir divers contrats, entre autres pour la compagnie du téléphone, qui finalement l'engagea à son service exclusif et lui octroya un salaire élevé. Je n'ai retenu ici que les principaux faits de ce que nous exposa l'orateur. Il rendit son récit vivant par des détails amusants ou émouvants. Parla avec facilité, et, lui qui se trouvait généralement à court d'idées après 3 minutes, fut surpris d'apprendre qu'il avait parlé 10 minutes. Son intervention était si intéressante qu'elle avait semblé courte. Ce fut son premier vrai succès d'orateur. Chacun peut profiter de cet exemple. Une intervention plaira. D'autant plus qu'elle exposera davantage de sentiments humains. L'orateur aura soin de s'en tenir à quelques idées, de les illustrer par des exemples concrets. Une prestation construite d'après cette technique ne peut manquer d'obtenir et de retenir l'attention. Naturellement, la meilleure source d'intérêt humain que vous ayez consiste en votre propre passé. N'hésitez pas à raconter vos expériences, même si vous pensez qu'il n'est pas bon de parler de soi. Le seul cas qui déplaît au public est l'orateur qui se met en avant de façon vaniteuse, sinon, le public est toujours avide de connaître les expériences personnelles et professionnelles de l'orateur. Elles constituent le moyen le meilleur de retenir l'attention, ne les négligez pas. Personnalisez votre exposé en utilisant des noms propres. Quand, dans une histoire, vous mettez en cause des tiers, nommez-les ou, si vous désirez préserver leur identité, donnez-leur des noms fictifs. Même des noms très communs, comme Monsieur Dupont ou Jean Durand, sont plus évocateurs que cet homme ou une personne. Le nom personnalise. Rudolf Flech l'a fait remarquer, rien ne donne plus de réalisme à un récit que des noms propres. Rien n'est plus abstrait que l'anonymat. Peut-on imaginer une histoire dont le héros n'aurait pas de nom? Si votre intervention est remplie de noms et de pronoms personnels, vous obtiendrez de votre public une attention plus soutenue car vous y aurez introduit un élément inestimable. L'intérêt humain. Soyez précis. Mettez de nombreux détails dans votre exposé. Vous pourriez me demander ici, tout cela est bien beau. Mais comment puis-je savoir si je mets assez de détails dans mon exposé? C'est très simple. Utilisez la règle de tout bon reportage, répondez aux questions suivantes, quand, où, qui, quoi, pourquoi. De la sorte, vos exemples seront colorés et vivants. Permettez-moi d'illustrer cela à l'aide d'une anecdote que j'ai fait paraître dans le Reader's Digest. Après avoir quitté le collège, je voyageais pendant 2 ans dans le Dakota du Sud comme représentant de la société Armour & Compagnie. Je prenais des trains de marchandises. Un jour, à Redfield, j'attendis 2 heures un train allant vers le sud. Redfield n'étant pas dans mon secteur, je ne pouvais visiter des clients. Comme je comptais me rendre à New York l'année suivante pour m'inscrire à l'Académie d'art dramatique, je décidai de profiter du temps libre pour déclamer. Je me rendis derrière la gare, dans un endroit retiré où je commençais à répéter une scène de Macbeth. Levant les bras au ciel, je m'écriai sur un ton dramatique. Est-ce un poignard que je vois devant moi, le manche tourné vers ma main? Viens que je te prenne.
Je ne peux te toucher. Cependant je te vois encore. Je répétais toujours lorsque 4 gendarmes se jetèrent sur moi et me demandèrent pourquoi j'effrayais les femmes. Je n'aurais pas été plus stupéfait s'ils m'avaient accusé d'avoir dérobé un train. Ils m'apprirent qu'une femme m'avait observé derrière ces rideaux de cuisine, à quelques 100 mètres de là. Elle n'avait jamais vu un individu en proie à pareille agitation, aussi avait-elle prévenu la police. En s'approchant, ils avaient eux-mêmes entendu mon histoire de poignard. Je leur expliquai que je déclamais Shakespeare, mais je dus leur présenter mon carnet de commandes de chez Armour pour qu'ils me laissent partir. Notez comme ce récit illustre ces 5 questions. Quand? Où? Qui? Quoi? Pourquoi? Naturellement, trop de détails ne valent pas mieux que pas du tout. Nous avons tous été saoulés par d'interminables histoires aux détails superflus et hors de propos. Vous remarquerez que, dans cette aventure de ma quasi-arrestation dans une ville du Dakota du Sud, se trouve une réponse brève et concise aux 5 questions clés. Si vous accumulez trop de détails, votre auditoire se fatiguera et il n'y a pas de plus sévère censeur que son inattention. Dramatisez votre exposé en utilisant un dialogue. Supposons que vous vouliez raconter comment vous avez calmé un client irascible grâce à l'un de mes principes de relations humaines. Vous pourriez commencer ainsi. L'autre jour, un homme est entré dans mon bureau. Il était furieux parce que l'appareil que nous lui avions livré la semaine précédente ne fonctionnait pas bien. Je lui dis que nous allions faire de notre mieux pour remédier à cette situation. Il se calma bientôt et parut heureux de constater notre bonne volonté. Ce récit a une qualité, il est assez précis, mais il manque de noms, de détails et surtout d'un véritable dialogue qui lui donnerait de la vie. Le voici tel qu'il devrait être. Mardi dernier, la porte de mon bureau s'ouvre. Avec fracas et, levant les yeux, je vois le visage furieux de Charles Blexam, un très bon client. Je n'ai même pas le temps de le prier de s'asseoir. Ed, cette fois sans est trop, s'écrie-t-il, vous pouvez envoyer tout de suite un camion pour débarrasser mon sous-sol de cette machine à laver. Je lui demande ce qu'il y a, elle ne marche pas, le linge s'entortille, et ma femme en a assez. Le prix de s'asseoir et de me donner des détails. Je n'ai pas le temps de m'asseoir, je suis déjà en retard à mon travail. J'aurais mieux fait de n'avoir jamais acheté chez vous. Croyez-moi, je ne recommencerai pas. Il ponctue ses paroles d'un énergique coup de poing, renversant ainsi la photo de ma femme, qui se trouvait sur le bureau. Voyons, Charles, lui dis-je, si vous voulez seulement vous asseoir et me raconter vos ennuis, je vous promets de faire ce que vous voudrez. À ces mots, il s'assied et nous réglons le différend. Dans le calme. Il n'est pas toujours possible d'insérer un dialogue dans un récit, mais vous voyez combien le style direct de la conversation aide l'auditeur à se représenter la scène. Si l'orateur possède un don d'imitation, il peut encore renforcer son effet en changeant de ton. Le dialogue donne aussi à votre intervention le ton de la conversation quotidienne. Vous communiquez alors avec naturel, et non comme un pédant qui discourt ou un orateur qui déclame devant un micro. Faites voir ce que vous présentez. Les psychologues disent que 85% de nos connaissances sont dues à nos impressions visuelles. Cela explique, sans doute, l'énorme succès de la télévision, tant comme moyen de publicité que comme divertissement. Parler en public tient
Autant du visuel que de l'auditif. Un bon moyen d'enrichir une intervention de détail consiste à y ajouter une démonstration. Vous pourriez passer des heures à m'expliquer comment se servir d'un club de golf, et cela m'ennuierait probablement, mais si vous vous levez, si vous me montrez comment vous lancez la balle dans le trou, je serais intéressé. De même, si vous imitez le vol d'un avion en difficulté avec vos bras et vos épaules, je me rendrai mieux compte que vous avez frôlé la mort. Je me souviens d'une présentation dans un stage organisé au sein d'un groupe industriel, c'était un véritable chef-d'œuvre de détails visuels. Le participant se moquait gentiment des inspecteurs et des experts. Sa mimique pour imiter les gestes et les attitudes un peu ridicules de ces personnages examinant une machine en panne étaient plus drôles que tous ceux que j'ai vus à la télévision. De plus, les détails visuels rendaient l'idée mémorable. Pour ma part, je ne l'oublierai jamais et je suis sûr que les autres participants de ce groupe en parlent encore. Il est bon de vous demander, comment puis-je inclure des détails visuels dans mon intervention? Puis essayer de démontrer car, comme disaient les Chinois de l'ancien temps, une image vaut 10 000 mots. Quatrièmement, employer des mots concrets, usuels, imagés, pour capter et soutenir l'attention, ce qui est le but de tout. Intervenant en public et en réunion, il existe une technique de la plus haute importance. Les orateurs ne semblent pas connaître son existence. Ils n'ont probablement pas assez pensé à employer des mots qui font image. Il est facile d'écouter quelqu'un qui évoque des images. Au contraire, celui qui utilise des lieux communs, des idées générales, des abstractions, endort son public. Des images, des images, des images. Elles sont là, à votre disposition. Émaillant vos interventions, votre conversation, vous serez plus vivant et mieux écouté. Herbert Spencer, dans son fameux essai sur la philosophie du style, a démontré, il y a bien longtemps, la valeur du terme imagé. Nous ne pensons pas en généralité, mais en faits précis. Évitons des phrases telles que celle-ci, dans la mesure où les mœurs, les coutumes et les distractions d'une nation sont cruelles et barbares, les lois de leur code pénal seront sévères. Au lieu de cela, nous dirons, les hommes qui aiment les batailles, les courses de taureaux et les combats de gladiateurs, châtient par le bûcher, le gibet et les coups. Les images pullulent dans la Bible et les œuvres de Shakespeare, comme les abeilles dans un pressoir. Un écrivain sans génie aurait écrit. Il est vain d'essayer d'améliorer ce qui est parfait. Shakespeare, lui, l'a dit dans une formule célèbre, dorée. L'or fin, peindre le lys, parfumer la violette. Avez-vous remarqué que les proverbes qui se transmettent de génération en génération sont presque tous à base d'images? Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Il n'y a pas de rose sans épines. Toute médaille a son revers. Il y a la même touche imagée dans ces expressions dont le monde use depuis des siècles, rusé comme un renard, dur comme un roc, plat comme une limande. Lincoln s'exprimait toujours en termes imagés. Un jour qu'il était las des longs rapports administratifs qui s'entassaient sur son bureau de la Maison Blanche, il se plaignit par une phrase qu'on ne peut oublier, quand j'envoie quelqu'un acheter un cheval, je ne veux pas qu'on me dise combien de crins il a dans la queue, je veux seulement connaître ses caractéristiques. Habituez-vous à observer des détails précis. Peignez des tableaux verbaux qui se détacheront comme les bois d'un cerf, se profilant au soleil couchant. Par exemple, le mot « chien » demande à être précisé.
S'agit-il d'un cocker, d'un fox terrier, d'un saint-bernard ou d'un berger allemand? Notez comme. L'image qui jaillit dans votre esprit est nette si l'on parle d'un bulldog. Avec un bulldog tacheté, l'image n'est-elle pas encore plus explicite? N'est-il pas plus vivant de dire un poney Shetland noir que de parler d'un petit cheval? N'évoque-t-on pas une image plus nette et plus précise en disant un coq blanc avec une patte cassée plutôt que simplement une volaille? Dans son livre The Element of Steel, William Strunk Jr. déclare « Ceux qui ont étudié l'art d'écrire sont d'accord sur un point, la meilleure manière de retenir l'attention du lecteur est d'être précis et concret. Les plus grands écrivains, Homère, Dante, Shakespeare, Balzac, doivent leur succès pour une part à ce qu'ils s'attachent aux détails importants. Leurs mots font image. C'est aussi vrai de la parole que de l'écrit. Il y a des années, j'ai consacré une de mes séances de parole en public à expérimenter l'utilisation de termes concrets. Une règle voulait que dans chaque phrase, le participant insère un fait précis, ou un nom propre, ou un chiffre ou une date. Les résultats furent sensationnels. Les participants s'amusèrent à relever toutes les généralités et bientôt ils s'exprimèrent non plus dans un langage nébuleux qui passe au-dessus de la tête de l'auditoire, mais dans le style clair de l'homme efficace et productif. Le style abstrait, a dit le philosophe français Alain, est toujours mauvais. Vos phrases doivent être pleines de pierres, de métaux, de chaises, de tables, d'animaux, d'hommes et de femmes. C'est vrai aussi pour le travail en équipe, les réunions et la conversation de tous les jours. Tout ce qui a été dit dans ce chapitre sur l'importance des détails dans les exposés s'applique aux entretiens, aux réunions et à la conversation. C'est le détail qui donne de l'éclat à nos propos. Celui qui souhaite être très apprécié pour sa conversation peut profiter des conseils de ce chapitre. Les commerciaux aussi découvriront la magie du détail appliqué à la présentation de leurs produits ou de leurs services. Les chefs d'entreprise, les maîtresses de maison ou les professeurs qui donnent des directives ou des explications seront mieux compris s'ils donnent des détails précis et concrets.